et à Oui, introduire cette webconférence. bonjour, vous m'entendez? Alors Aurélia, oui, on vous entend, mais donc nos participants ne peuvent pas vous répondre, bien évidemment, puisque leurs micros sont coupés. Très bien, je veux dire bonjour à tous et merci beaucoup de participer à ce webinaire qui a été monté en urgence pour faire suite à la crise actuelle que nous connaissons avec la pandémie. Donc je vais vous donner quelques éléments un peu de contexte, vous dire un petit peu quel type d'action le FOD a déjà mis en place et comment il s'est mobilisé. Et puis nous donnerons la parole à nos différents intervenants pour vous présenter en fait les bonnes pratiques de la formation à distance avec chacun selon son domaine d'expertise. Donc le rappel du contexte, il est très simple. Donc depuis le 16 mars, avec l'annonce du gouvernement sur le confinement, l'accueil en formation par les organismes de formation et les CFA est donc suspendu pour une durée aujourd'hui indéterminée, qui crée effectivement de grosses difficultés pour le secteur. Pour autant, le ministère du Travail invite à une mobilisation de tous pour que l'activité de formation soit maintenue. C'est le déploiement de modalités de formation et des dispositifs de formation à distance. Donc, face à cette urgence, le FOD lui-même s'est mobilisé avec plusieurs actions. Donc, vous avez dû le voir, on a lancé un appel à nos adhérents pour constituer une boîte à outils de la formation digitale. Donc, vous pouvez la trouver sur le site. Vous avez le lien qui s'affiche sur le PowerPoint. Donc, elle est enrichie chaque jour avec les nouveaux dispositifs qui sont mis en place et qui sont proposés en ligne. Le dernier en date, c'est celui avec un partenariat entre le ministère, l'AFPA, le CNED et Educalric, entre autres, qui sont 3 membres du FOD, qui donnent accès gratuitement à leurs dispositifs en ligne. Et donc, nous faisons régulièrement un travail de veille et nous y avons également, dans cette boîte à outils, recensé l'ensemble des travaux du FOD qui peuvent vous être très, très utiles pendant cette période. Nous avons aussi publié un communiqué de presse sur les préconisations du FOD en direction des pouvoirs publics, notamment pour le maintien des niveaux de financement et de rémunération pris en charge par les financeurs, sachant que les mesures d'urgence prises par le ministère vont dans ce sens. D'ailleurs, Sabrina Dougados, qui est avocate associée au cabinet Fromont-Briens, vous donnera tout à l'heure les détails de ces mesures d'urgence et de leur impact juridique pour les organismes et les centres de formation. Et puis, nous avons monté ce webinaire un peu en urgence pour vous donner à vous, professionnels de la formation, formateurs, responsables de centres de formation, de centres d'apprentissage, vous donner des éclairages sur comment mettre en œuvre du distanciel, quelles sont les bonnes pratiques de la formation à distance, quels sont les outils et activités à déployer. Et ces interventions de différents experts seront illustrées à la fin par un cas pratique de présentation d'un dispositif mis en place dans un CFA avec de la mutualisation et de ressources et d'outils. Donc, je vous précise tout de suite, parce que je vois déjà des questions dans ce sens-là, que le webinaire sera disponible en replay sur le site, dès que possible, en fin d'après-midi ou demain, pour tous ceux qui n'ont pas pu se connecter, car nous étions restreints en termes de nombre de participants. Donc on est bien désolé, mais vous pourrez le voir et le revoir et le diffuser à vos réseaux, car on vous donnera le lien, on vous enverra le lien pour pouvoir voir ce replay. Donc je vous présente un peu les intervenants d'aujourd'hui. Tous sont administrateurs du FOD. Je tenais à les remercier chaleureusement pour leur réactivité, car ils ont accepté de participer dans l'urgence à ce webinaire, alors que les situations sont difficiles aussi pour chacun leur organisme. Ils ont beaucoup de contraintes. Et merci beaucoup à eux. Et je vais vous faire un petit point rapide donc sur le déroulement. Nous commencerons par un point juridique avec Sabrina Dougados,
sur les mesures d'urgence et leur impact. Ensuite, Gilles Maquia, directeur recherche développement au CFPB, présentera les notions clés à connaître avant de se lancer dans un projet de formation à distance. Et puis, nous céderons ensuite la parole à Jean-Luc Pévrier, fondateur de Stratis Consultant, qui nous parlera des activités, quels outils à mettre derrière pour faire de la formation à distance. Ensuite, Cécile Cochard de FunMOOC parlera des MOOC et de leurs spécificités dans le cadre d'une action de formation. Jean van der Spelden, ITG, consultant ITG, nous parlera d'un dispositif clé qui est la classe virtuelle pour animer et pour accompagner les apprenants. Paula Concalves de l'IRTS reviendra sur le tutorat, toujours un dispositif clé dans le cadre d'un accompagnement à distance. Marie-Christine Lorca d'Ago Formation fera un focus plus spécialement sur comment accompagner à l'écriture d'un scénario pédagogique. Loïc, qui n'est pas encore arrivé, parlera du plan de continuation pédagogique de l'AFPA. Et enfin, nous céderons la parole à Olivier Kirsch, qui donnera l'exemple d'un cas pratique d'illustration de comment on met en place de la formation à distance dans des CFA et comment on peut mutualiser des ressources. Voilà, sans plus attendre, je vais donner la parole à chacun des intervenants. Alors, je vous remercie pour les intervenants de respecter un timing un peu serré. Vous êtes très nombreux à intervenir, donc 7 minutes maximum. Comme ça, nous pourrons ensuite prendre le plus de questions possible. Et du coup, Sabrina Dougados, cabinet Pro-Montbriand, avocate associée, est-ce que tu nous entends bien et c'est à toi? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous et merci Aurélia. Je vais donc effectivement rapidement et de façon très succincte vous présenter effectivement les impacts sous l'angle, on va dire, proprement juridique, liés évidemment à la crise sanitaire que l'on vit tous actuellement. Et peut-être d'ailleurs un peu, je n'ose pas vous dire en exclusivité, mais c'est vrai que ce matin même a été publié au journal officiel la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, datée d'hier et qui a été donc publiée ce matin, qui a un article important, un article 11, qui permet au gouvernement et donc notamment au ministère du Travail de légiférer dans l'urgence et rapidement par voie d'ordonnance législative afin de pouvoir modifier des règles en droit du travail, mais aussi en droit de la formation professionnelle. Et plus précisément dans ce texte, il est notamment prévu que le gouvernement pourra adapter, modifier les règles sans plus de précision, mais notamment en matière de qualité, notamment en matière de processus d'enregistrement des certifications professionnelles, ainsi que pour adapter les conditions de rémunération et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle, et ce, quel que soit leur statut, ou en fonction de leurs différents statuts. Donc, globalement, on a quand même des choses qui sont posées de façon large, mais assez précises quand même, pour permettre au gouvernement, dans les jours, dans les semaines qui viennent, de modifier effectivement de façon tout à fait temporaire, évidemment, les dispositions du Code du travail. Et évidemment, ça impactera, on va dire, à la fois les financeurs, mais aussi et surtout les organismes de formation et les stagiaires. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça c'est une actualité toute chaude, mais qui est à suivre de près, parce qu'en fonction, évidemment, on va tous être plus ou moins impactés par les prochaines règles, les futures règles qui seront prises. À date, aujourd'hui, le seul texte, j'ai envie de vous dire, précis, c'est un décret du 16 mars dernier, relatif évidemment qui pose le principe de l'interdiction des déplacements et l'interdiction faite aux établissements habilités à recevoir du public, évidemment, à organiser toute forme de réunion et consécutivement, évidemment, organiser des formations en présentiel, quel que soit d'ailleurs le statut des stagiaires accueillis en formation. Ceci a donc évidemment comme impact direct d'imposer finalement, d'avoir un effet direct, si vous voulez, sur l'ensemble des conventions et contrats de formation, qui est évidemment de retenir la force majeure, puisque pour toutes les conventions évidemment qui auraient été conclues antérieurement à la déclaration de l'épidémie du Covid-19 qui a été effectivement annoncée à la date du 29 avril dernier, et bien concrètement pour toutes ces conventions qui auraient été conclues antérieurement et qui ont vocation à se réaliser
désormais, eh bien, on est bien sur une situation de force majeure qui permet concrètement à l'ensemble de vos clients de pouvoir s'en prévaloir pour pouvoir effectivement demander l'annulation de la formation. Alors, l'annulation de la formation, sauf à ce que effectivement vous soyez en capacité de pouvoir leur proposer une alternative adéquate et proportionnée. Et évidemment, c'est tout le sujet de notre webinaire parce que l'alternative idoine, c'est évidemment la formation digitale, pouvoir vous proposer effectivement des formations à distance en alternative à des formations présentielles. Si l'organisme de formation n'est pas en capacité de pouvoir proposer cette alternative-là, il n'aura pas d'autre solution que soit d'annuler la formation, soit de proposer au client de la reporter. Alors, sur les formations en distanciel, cette slide 5 a juste pour objet de reprendre et de vous rappeler malgré tout que certes on est en crise sanitaire, en situation d'urgence, mais pour autant, il faut pouvoir respecter les conditions, excusez-moi, les conditions juridiques requises qui sont désormais posées suite à la loi Avenir Professionnel et que je vous ai rappelé là dans la slide, à savoir une assistance technique et pédagogique. Et ça, c'est vraiment un incontournable, ainsi que la nécessité d'informer le bénéficiaire sur les activités pédagogiques qu'il devra réaliser. Donc, je vous ai juste rappelé là, dans cette slide, les nouvelles conditions réglementaires qui sont posées par les textes. Vous savez, elles ont été assouplies par la loi Avenir Professionnel. J'insiste notamment sur la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'évidemment, plus besoin de produire une alternative aux feuilles d'émargement qui serait par exemple les relevés de temps de connexion. C'est tout élément probant qui permet de démontrer la réalité de l'action de formation réalisée à distance. De ce point de vue-là, le FED a réalisé récemment un guide des bonnes pratiques des formations multimodales, auquel évidemment on vous invite à vous y reporter. D'ailleurs, la DGEFP, le ministère du Travail, très récemment, à nouveau communiqué sur l'utilité de ce guide de bonnes pratiques, sur toutes les modalités qui sont proposées, s'agissant notamment d'ailleurs des éléments plus formels qui permettent de démontrer la réalisation des actions de formation. Alors, sur les règles de prise en charge par les financeurs, dans l'attente, j'ai envie de vous dire, des règles qui devraient être prises à l'avenir dans le cadre de cette ordonnance législative que je vous ai évoquée en propos introductif, suite à la loi d'urgence qui a été publiée ce jour, à ce stade, on a des positions administratives qui ont été prises par l'administration du travail et qui ont donné lieu à une série en fait, de questions-réponses. Il y en a 3 qui ont été publiées en matière de formation. S'agissant de l'apprentissage, l'administration du travail a décidé, très clairement, a demandé au SOPCO de maintenir le financement des contrats, donc de maintenir le financement des niveaux de prise en charge des contrats par apprentissage, ce qui signifie concrètement que pour les CFA, il n'y aura pas de non-règlement des factures adressées au titre de ces formations, même si les enseignements en CFA ne peuvent pas être assurés pendant la période de confinement. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y ait ou pas, quelles que soient les mesures alternatives sur le plan de la pédagogie qui sont prises d'ores et déjà par les CFA, il y a bien un financement qui est garanti s'agissant des coûts pédagogiques par les OPCO selon les nouvelles règles qui sont désormais applicables depuis le 1er janvier dernier. S'agissant du CPF, donc règles de prise en charge définies par la Caisse des dépôts et consignations, je vous ai rapidement résumé là. Là aussi, ça procède d'un document du ministère du Travail qui figure désormais en ligne sur son site. Les règles sont les suivantes. Si la formation est proposée à distance, la Caisse des dépôts et consignations maintient le financement. À défaut, si la formation ne peut pas être assurée, même à distance, eh bien, on est bien dans un cas d'annulation possible et qui donne dans le cadre évidemment d'une force majeure reconnue et avérée par la Caisse des dépôts et consignations. Et dans ce cadre-là, très précisément, pour toute annulation qui est intervenue depuis le 12 mars dernier, eh bien, il n'y aura aucune indemnité possible pour l'organisme de formation et un droit pour le titulaire à voir ses droits CPF recrédités sur son compte. Alors, j'en profite juste pour voir une question qui a été posée et qui n'est pas neutre, une question s'agissant du financement des contrats en alternance. Est-ce que c'est la même règle de financement pour les contrats de professionnalisation, pour les contrats d'apprentissage? Celle-là, je l'ai prise au vol et c'est une très bonne question, donc je me permets quand même de vous la commenter en direct.
j'ai envie de vous dire que ce n'est pas très clair. Dans le question-réponse de l'administration, on est sur une question-réponse dédiée à l'apprentissage, donc très clairement, on a une position écrite qui ne couvre que les contrats d'apprentissage. Mon point de vue, d'un point de vue purement juridique, c'est que je trouve ça difficilement soutenable d'un point de vue juridique de traiter différemment les apprentis versus les contrats pro, sachant que désormais, l'apprentissage procède globalement du même environnement réglementaire que les contrats de professionnalisation et les organismes de formation soumis globalement aux mêmes modalités de contrôle. Sur le site internet du ministère, pas plus tard que ce matin, je l'ai vérifié, on a une communication, mais qui n'a pas de valeur juridique, mais qui est quand même intéressante, qui prévoit clairement que les contrats de professionnalisation bénéficieront des mêmes règles de maintien du financement que les contrats d'apprentissage. Donc en fait, la question n'est pas très clairement tranchée. J'ai envie de vous dire que c'est un peu comme en matière de chômage partiel. On sent que le gouvernement, enfin le ministère du Travail avance peut-être un peu à tâtons. On a eu des annonces pour nous dire que globalement les contrats pro bénéficieraient des mêmes règles de prise en charge que les contrats d'apprentissage, mais voilà, soyez attentifs, je n'en suis pas certaine, parce que clairement la FAQ qui a été publiée par le ministère du Travail, pour l'instant, ne vise précisément que l'apprentissage. Voilà. Sabrina, est-ce oui. que tu peux donner quelques mots peut-être de conclusion? Désolée, le temps passe. Non, j'ai terminé. Un mot sur le congé de transition professionnelle. Là aussi, le principe, c'est comme pour le CPF, les CEPIR, au même titre que la CDC, maintiendront le financement si la formation est distancielle, ce qui est tout à fait inédit d'ailleurs. Enfin, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les CEPIR vont massivement devoir se monter un peu au créneau de ces formations distancielles et pouvoir davantage faciliter la prise en charge de ces formations. Mais à défaut de formation distancielle, très clairement, il y aura une suspension de la formation et donc du financement par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Donc on le voit côté financeur, mis à part l'apprentissage qui bénéficie vraiment d'une zone de protection, tous les autres dispositifs, les règles de financement qui ont été arrêtées à ce stade, elles sont très claires, hein. Elles tendent clairement à une incitation très forte faite auprès de tous les organismes de formation pour basculer sur du distanciel. Parce qu'à défaut, il n'y aura pas de paiement des formations. Et donc une perte de tête pour les organismes. Merci beaucoup Sabrina. Je suis désolée, j'ai un énorme chat dans la gorge. On te laisse boire un petit verre d'eau comme ça et on te demandera peut-être d'intervenir ensuite pour répondre à certaines questions du chat. Voilà, je te remercie. Je passe maintenant la parole à Gilles Maquia du CFCB. Bonjour à tous. Avant de laisser mes collègues vous donner des cas d'exemple, nous voulions vous rappeler quelques fondamentaux de la formation ouverte à distance. Donc pour mettre en place une formation ouverte à distance, cela va sans dire, mais c'est bon de le rappeler, il vous faut un dispositif technique composé d'un outil ou de plusieurs outils. Ça peut être une plateforme LMS, mais ça peut être un réseau social privé, ça peut être un téléphone. Donc il vous faut un dispositif technique, bien entendu, pour communiquer avec votre public qui est à distance, mais sans oublier donc, de travailler sur les ressources pédagogiques et de prévoir l'accompagnement à la fois pour la qualité pédagogique et puis, comme l'a dit Sabrina, pour répondre aux obligations de la réglementation. Ensuite, nous souhaitions vous rappeler les 5 actions importantes pour réussir une formation ouverte à distance. Ce sont en fait les mêmes que pour toute action de formation, mais la FOD, comme toute action de formation, répond aux mêmes, règles de base pédagogiques que je résume en 5 actions. En mobilisation, comment informer et communiquer et motiver son public. Donc, dans chaque boucle d'apprentissage, il faut mobiliser ses apprenants d'une façon ou d'une autre, avec différents moyens, différents outils, dont vous verrez des exemples plus tard. Travailler sur la transmission des connaissances, comment je transmets les savoirs et les savoir-faire à mon public. Activer la mémorisation de ces connaissances et l'assimilation,
que puis-je mettre en place pour activer cette assimilation et cette mémorisation? Quelles activités formatives? Ensuite, qu'est-ce que je prévois comme interaction avec le formateur, bien entendu, bon, sans parler avec l'administration, mais là on est vraiment dans la pédagogie, donc des interactions avec le formateur et des interactions entre pairs. On peut aussi étendre les interactions avec le tuteur, avec le hiérarchique, etc. Et enfin, que dans mon action de formation à distance, que vais-je mettre en place comme production, que vais-je demander comme production à mes apprenants? Quels sont les travaux qui vont être réalisés par les apprenants, soit en individuel, soit en collectif, en mode collaboratif par exemple, pour valider des apprentissages. Donc voilà, on vous souhaitais vous rappeler les fondamentaux de toute formation qui s'appliquent également à une formation ouverte et à distance. Merci. Merci beaucoup Gilles pour nous avoir rappelé justement ces fondamentaux avant de se lancer dans une formation à distance. Maintenant, je passe la parole à Jean-Luc Peubrier, fondateur de Stratis, pour nous parler des outils et quelles sont les activités qu'on peut mettre en place dans le cadre d'une formation à distance. C'est à toi Jean-Luc. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bien, je vais m'inscrire complètement dans la continuité de ce que Gilles vient de nous dire dans la dernière diapo, quels sont effectivement les 5 points fondamentaux. Alors, c'est vrai qu'habituellement, quand on met en place un dispositif de formation à distance, on ne cesse au FOD et toutes les personnes ici, on va dire autour de notre table virtuelle, ne cessent de dire qu'il faut déjà penser ingénierie de formation, ingénierie pédagogique. Donc on pense fondamentaux de la formation et ensuite on choisit les outils qui vont permettre d'outiller ce dispositif de formation qu'on a imaginé. Or, ce que l'on constate par la force des choses depuis une semaine, c'est effectivement l'urgence fait que beaucoup ont fonctionné à l'inverse et à nous aussi de nous adapter. Il ne s'agit pas de dire non, surtout ne faites rien sans suivre ce processus que j'évoquais juste avant. Il faut être pragmatique aujourd'hui et s'intéresser effectivement aux 4 types d'activités qui me semblent prioritaires et pour lesquelles les formateurs ont besoin d'un outillage et notamment d'un outillage simple à mettre en œuvre. Il ne faut pas perdre de vue que bon nombre d'établissements de formation ne sont pas prêts à ce passage au 100% distance et encore moins une bonne partie effectivement des formateurs et des enseignants qui sont impliqués dedans. Donc, pragmatisme pour répondre à ces 4 types d'activités prioritaires. La première, comment est-ce que je fais? Je vais vous l'exprimer sous forme de questions telles qu'elles nous sont remontées depuis une dizaine de jours maintenant. Comment est-ce que je fais pour diffuser en fait des ressources, diffuser des documents et les partager donc avec mes apprenants? Ensuite, comment est-ce que je peux leur proposer de faire des exercices? Comment est-ce qu'ils peuvent s'entraîner à travers ces exercices? Et comment est-ce que je peux évaluer les acquis des apprentissages en fonction des activités que je leur aurais demandées précédemment? J'ai besoin, bien évidemment, de communiquer avec ces apprenants, ne serait-ce que la première étape, la première question qui nous a été posée dès le vendredi 13, c'est comment je fais pour leur indiquer que je vais leur envoyer des documents. Donc vous voyez qu'on peut être dans des fondamentaux de la communication avant même de parler de FOAD. Et puis, une fois que le dispositif est lancé, je vais devoir l'animer et donc il y a un certain nombre d'outils qui vont m'être utiles. L'animation va glisser bien évidemment vers l'accompagnement et le tutorat. Donc comment je vais faire pour ne pas simplement me contenter de mettre des ressources numériques en ligne, mais comment je vais avoir véritablement des actions et des interactions avec mes apprenants. Donc ce que je vous propose, c'est non pas bien évidemment de faire un inventaire de tous les outils qui pourraient être mobilisés, mais vraiment de voir là quels sont les outils indispensables pour réaliser rapidement, là, dans l'urgence, les 4 activités.
Alors, diffuser et partager, bien évidemment, si votre établissement de formation est doté d'un LMS, on va prioriser l'utilisation de ce LMS. On ne va pas réinventer, essayer de réinventer quelque chose. Donc ça, c'est quand même la priorité, là où la transformation digitale a commencé à être mise en œuvre, et avec notamment la mise en œuvre d'un LMS. Si l'on n'a pas de LMS, eh bien les outils que beaucoup connaissent à titre personnel de type Google Drive, OneDrive pour les plus courants, mais des Dropbox ou autres espaces de partage peuvent apporter des débuts de réponse puisqu'ils vont permettre de mettre en ligne et de mettre à disposition. Et puis encore plus simple, à la limite ne nécessitant pas de compte pour les apprenants et permettant de à la fois déposer des ressources, déposer des documents et tout type de ressources numériques et de récupérer également des ressources qui seraient proposées par les apprenants eux-mêmes, des travaux qu'on va leur demander de faire, des écrits par exemple, eh bien, de type Padlet, par exemple, pour prendre l'un des plus connus, ou Scramble, vont permettre effectivement assez facilement de mettre des documents sur ce qu'on appelle un mur collaboratif ou un mur virtuel. Donc ça permet des échanges dans les deux sens. On a besoin, bien sûr, on disait, de le permettre de s'évaluer. Là aussi, on va chercher à utiliser des outils simples, faciles à mettre en œuvre, gratuits, puisque si les formateurs doivent le faire de leur propre initiative, quelquefois, ils ne vont pas payer de leur propre poche. Donc, tournons-nous vers Google Forms. Si votre organisation, si votre établissement s'est doté par exemple d'Office 365, vous aurez Microsoft Forms qui permet de faire des questionnaires, donc servez-vous-en. Et puis d'autres outils, ce qu'on appelle les outils du Web 2.0 de type Socrative, des Learning Apps pour faire des questionnaires interactifs, et puis H5P également qui permet de proposer d'activités. Donc voilà, on va pouvoir proposer des exercices, on va pouvoir proposer de l'entraînement. On a besoin effectivement d'animer, on a besoin de recréer du lien, on a besoin à un certain moment de travailler donc en synchrone, de travailler tous ensemble avec le groupe. Donc là, ce sont plutôt les outils de classe virtuelle, comme celles que nous utilisons aujourd'hui, donc soit Adobe Connect, Classio, Zoom, Teams, même si elles n'ont pas toutes les mêmes fonctionnalités, qui vont permettre donc de travailler avec un certain confort et de préparer véritablement sa classe virtuelle. Si ce n'est pas le cas, ou si les formateurs ne sont pas à l'aise avec ces outils, on va dire un tout petit peu plus sophistiqués que des grands basiques tels que effectivement Skype ou d'autres choses, on peut aussi s'appuyer sur les réseaux sociaux. Si le formateur a tous les numéros de téléphone de son groupe, il pourra créer un groupe WhatsApp et envisager de faire un live sur WhatsApp ou sur un autre réseau social. Bien évidemment, les mails restent des outils de communication basiques, mais qui peuvent être utiles à tout moment. Voilà, et je terminerai sur le besoin, effectivement, vous voyez que bien évidemment, on retrouve, les outils ne sont jamais exclusifs d'une activité. Un outil peut être utilisé, peut être mobilisé pour différentes activités. Et donc, on va retrouver les réseaux sociaux que j'évoquais tout à l'heure pour des conversations vidéo. Si vous avez privilégier l'utilisation des forums, parce que c'est ce qui va vous permettre effectivement de diffuser à tout le monde, voire même de prendre une réponse d'un mail dans un forum pour que la réponse soit accessible à toutes les personnes qui disposent de l'accès au forum. Pensez au blog, pensez aux réseaux sociaux à nouveau, et puis le mail et le téléphone qui reste un élément de lien, dans certains cas indispensable. Je disais tout à l'heure dans le chat, comment je fais si effectivement mes stagiaires ne sont pas équipés. Alors c'est vrai que parler de formation à distance et notamment de formation numérique nous interroge par rapport à l'équipement, ce que rappelait Gilles tout à l'heure, c'est un préalable, mais il faut quand même essayer de penser à ceux qui n'ont pas ces possibilités. Donc bien évidemment via tout bêtement le smartphone, s'ils ont un smartphone avec une connexion. Et puis, sinon, essayer de trouver des moyens pour leur communiquer. À l'heure d'aujourd'hui, on va dire que la poste fonctionne encore, cas un cas, en fonction des régions, mais pourquoi pas encore repenser à la bonne vieille formation par correspondance et en l'envoi de documents et avec un accompagnement par téléphone pour ceux qui sont les plus éloignés du numérique. Merci. Jean-Luc, c'était ton dernier mot. C'était mon dernier mot. Voilà. Donc on est vraiment dans l'urgence avec la caisse à outils d'urgence. C'est vraiment à ça
c'est ça aujourd'hui qu'on nous demande, c'est ça que les bon nombre de formateurs, y compris dans des établissements qui quelquefois sont déjà équipés, malgré tout les formateurs se tournent vers ces outils parce qu'ils sont simples et ils se sentent plus à l'aise pour les mettre en œuvre. Donc ne les bridons pas, aujourd'hui c'est l'efficacité qui prime. Merci pour cette synthèse. Et maintenant, on va donner la parole à Cécile Cochard de FunMOOC pour un focus sur les MOOC. Oui. Tu vas nous Est-ce que vous définir m'entendez? l'objet MOOC? Oui. Alors, effectivement, en cette période d'urgence où on doit trouver des modalités de formation à distance, et pour illustrer un petit peu en direct les propos de Jean-Luc et de Gilles, l'objet MOOC est un dispositif de formation à distance qui peut être utilisé parce qu'il répond à tous les critères, si je puis dire, de la formation à distance réussie. Pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, donc ça signifie tout simplement Massive Online Open Courses. Un MOOC, c'est un cours en ligne accessible avec une connexion Internet qui dure quelques semaines. En moyenne, on est sur 4 semaines, c'est-à-dire avec un début de cours et une fin de cours. C'est un dispositif qui nécessite entre 20 et 30 heures de travail individuel par semaine, donc on est sur une formation importante. Chaque semaine, du nouveau contenu pédagogique est proposé et chaque semaine, des activités pédagogiques sont proposées. Il y a une forte dimension collaborative avec des interactions, avec des échanges synchrones ou asynchrones. On peut mettre en place des rendez-vous avec le prof ou avec le formateur. On peut mettre en place aussi des actions d'évaluation au début, en cours ou à la fin de la formation, et on peut mettre en place une action de certification. Celle-ci pouvant donner lieu à une attestation de suivi avec succès ou avec un certificat délivré. Donc les 4 dimensions essentielles du MOOC, c'est que c'est du distanciel bien sûr, reposant sur du format web. La dimension collaborative qui est à mon avis le critère essentiel de définition du MOOC, avec une validation des connaissances ou des compétences acquises et une validation en fin de MOOC. Ce qui définit essentiellement le MOOC, c'est une apparente contradiction entre, d'une part, on est dans une approche très individuelle, hein, c'est-à-dire que l'apprenant est acteur autonome de son apprentissage, puisque c'est lui qui maîtrise ou qui avance dans son processus à son rythme. C'est un acte individuel, on s'inscrit à un MOOC de façon individuelle parce qu'on souhaite le suivre, parce qu'on a décidé de le suivre et pas du tout sur prescription ou injonction. Et puis bien sûr, on a une totale liberté dans le temps et dans l'espace. À côté de ce processus individuel, l'autre dimension essentielle du MOOC, c'est une communauté apprenante. C'est-à-dire que la personne est individuellement impliquée dans son parcours, mais est entourée, intégrée dans une communauté apprenante dans lequel s'inscrit le parcours d'apprentissage. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on a les copains autour de soi, mais on est vraiment dans un processus d'apprentissage également collectif, basé sur le partage des échanges, le partage des savoirs individuels en savoirs collectifs. Voilà, donc pour conclure, parce que je sais que les intervenants après sont déjà en attente, pour conclure, le MOOC, c'est une série de fonctionnalités qui s'articulent les uns entre les autres et qui permet vraiment d'adapter le contenu de la formation en fonction des objectifs et des profils des apprenants. On y trouve à la fois du distanciel sous forme de webinars, de vidéos, de podcasts. On peut, en temps normal bien sûr, y associer du présentiel, j'en parle pas compte tenu du contexte. Il y a du formel et de l'informel. Le formel, ça peut être les forums, les wikis, et l'informel, ça peut être du chat.
On a des délivrances d'outils d'évaluation comme les badges, les attestations, les certificats. On a de l'évaluation et bien sûr aucune contrainte de lieu ni d'espace puisque tout ça reste accessible à distance. Voilà, je cède la parole à mon collègue. Merci à tous. Merci Cécile pour cette présentation des spécificités du MOOC. Et nous allons donner la parole à Jean van der Velden pour la classe virtuelle. Oui, merci à mes collègues qui ont bien posé les fondamentaux sur l'organisation d'un parcours FOAD avec des différentes activités, puisqu'on raisonne sur la mise en activité de l'apprenant, activité essentiellement à distance, mais aussi distance et présence, activité individuelle ou collective, activité synchrone ou asynchrone, et parmi les activités synchrones, il y a la classe virtuelle. Donc, je vous propose un rapide flash sur la classe virtuelle en vous disant qu'il y a quelqu'un qui a traduit Virtual Classroom par classe virtuelle, mais cette personne-là n'était pas très bonne pédagogue, parce que la Virtual Classroom, c'est en fait la salle numérique. Ça n'a rien à voir qu'une classe et ça n'a rien à voir que le virtuel. Avoir une classe virtuelle, c'est avoir à sa disposition une salle numérique que je vais pouvoir organiser pour faire soit du e-learning, soit du e-meeting. Et c'est moi qui vais choisir en fonction de mes objectifs, de mes intentions, comment je vais organiser cette salle, soit pour faire de la gestion de projet, de l'accompagnement de partenariats, etc., ou mettre en place des actions d'accompagnement des apprenants. Et donc, la salle numérique, c'est-à-dire la classe virtuelle, peut être utilisée pour faire interagir et faire accompagner les apprenants. Gilles a très bien insisté sur l'importance de la mise en interaction dans les formations multimodales. Je dirais même mieux que mieux j'interagis, mieux je me forme. C'est-à-dire que c'est la qualité et la diversité des interactions qui vont être un gage de qualité dans le déroulement du parcours. Alors, il peut y avoir des interactions en présentiel, certes, mais avec le principe même de proximité numérique que Michel Serres a évoqué, on peut très bien mettre en place des interactions sur le territoire numérique tout à fait intéressantes, à distance kilométrique, mais en proximité numérique. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, faire interagir et accompagner pour entretenir le sentiment d'appartenance, la motivation et valoriser les apprenants dans l'effort qu'ils mènent pour produire. L'autre point clé des classes virtuelles, c'est qu'on a la liberté du lieu. Ce matin, j'étais avec mes collègues du CARIF Normandie et j'ai animé une matinée avec différentes classes virtuelles. Il y avait des gens de Caen, du Havre, de Cherbourg, de Vernon, de Bec-Cocherel, etc., de Mont-Saint-Aignan. Et donc, la classe virtuelle, c'est la liberté du lieu. Par contre, c'est la contrainte du temps. C'est le jour J à l'heure H, c'est-à-dire que si on ne met pas le réveil pour participer à la classe virtuelle, on ne peut pas participer aux interactions réelles. Par contre, la plupart des outils de classe virtuelle, je pense à Adobe Connect, je pense à WebEx, je pense à Classivia, je pense à GoToMeeting, permettent aujourd'hui d'enregistrer la séance, qui dure en moyenne 45 à 1 heure. Je pense que c'est raisonnable de voir un schéma de classe virtuelle entre 45 minutes et 1 heure. Et je peux enregistrer cette séance, et donc du coup, je peux permettre à des gens qui n'étaient ni dans le lieu ni dans le temps, de manière décalée dans le temps, de venir voir, sans participer, mais de voir en différé ces ressources. Et donc aujourd'hui, avec les classes virtuelles, très facilement, on peut enregistrer une séance de classe virtuelle, qui n'est ni une classe ni virtuelle, pour la mettre sur, par exemple, ma playlist YouTube. Donc moi, j'ai une chaîne YouTube que j'alimente régulièrement avec mes éléments. Donc voilà, donc la classe virtuelle, c'est aussi pour accueillir confinés. Donc je ne sais pas si vous me reconnaissez, mais je fais des stocks et je n'ai pas fait que des stocks numériques. Voilà, donc un petit clin d'œil à Frédéric Durier qui a publié un article sur justement comment on fait face à cette urgence pour basculer du présentiel à tout en distanciel pour une période, je dirais, forcée et temporaire, puisque on espère que le plus tôt possible, on va retrouver un équilibre entre le distanciel et le présentiel. 4 bonnes pratiques pour des classes virtuelles réussies, et après je repasserai la parole à mes collègues, puisqu'on est bien dans la continuité. On voit bien que les dispositifs FOAD, c'est de la multicompétence, c'est une ingénierie, ce sont des ressources, des outils, mais c'est d'abord de l'interaction avec les apprenants. Donc une classe virtuelle, il faut que, comme une salle normale, il faut que je la prépare à l'avance, que je sache ce que je veux faire, il faut que je teste les haut-parleurs, que je teste les micros, que je charge les documents qui sont tous numérisés, ça peut être des PowerPoint, ça peut être des documents PDF,
ça peut être du Signali, etc. Et je vais me servir des outils de la classe virtuelle pour préparer des activités d'un parcours FAD. Un parcours, ce sont des modules sont des séquences, et des séquences, ce sont des activités, et on est bien sur un parcours FAD sur la logique de mise en activité de l'apprenant. Avec la classe virtuelle, on va faire des activités distancielles, collectives et synchrones, qui est un des éléments, voilà. Deuxième point important, c'est accueillir. Hein. Comme l'a très bien fait Aurélia et Catherine, il s'agit bien d'accueillir les apprenants, de les mettre à l'aise, de développer un sentiment d'appartenance, de la confiance, de la bienveillance. Marie-Christine réinsistera sur ces dimensions, mais mettre en confiance l'apprenant, c'est fondamental, y compris dans une salle numérique, c'est-à-dire dans une classe virtuelle, qui n'est ni une classe, ni virtuelle. Et ensuite, il faut organiser la séance en la structurant et en la diversifiant. Pour cela, je vous propose la méthode 2E2A, hein, qui résulte d'une approche pragmatique. Moi, j'utilise Classiovia depuis 8 ans, avec beaucoup de bonheur pédagogique. C'est un outil québécois distribué en France, qui est très fiable, très performant. Et avec cet outil-là, je mets en place la méthode 2E2A. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour exposer et il y a un temps pour échanger. S'il n'y a pas d'échange dans la classe virtuelle, je trouve que c'est navrant, parce que l'intérêt, c'est de rassembler dans un même lieu numérique des gens qui vont pouvoir se poser des questions, interagir, se conforter et rigoler aussi. Hein, cette dimension humour est importante. Donc un temps pour exposer, la transmission oui, mais pas que, un temps pour échanger et surtout des mises en activité. Et là, on a des outils de plus en plus performants, on a du clavardage, comme disent nos amis québécois, on a le partage du son, on a le partage de vidéos, on peut projeter des documents, on peut les commenter, on a des murs blancs, on a des sondages, on a des outils d'analysation et surtout on a des partages d'écran qui font qu'aujourd'hui, on a vraiment une multiplicité, et ce qui est vraiment très bien, c'est quand on donne la main aux apprenants, et que ce sont les apprenants eux-mêmes qui mettent en place ces activités, et là on est surpris par leur réactivité et leur créativité. Et puis, un point d'accroche qui me paraît fondamental, c'est que si on veut maintenir l'attention de l'apprenant, les neurosciences appliquées à la neuropédagogie nous disent que, grosso modo, tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, il faut réactiver notre cerveau, il faut le surprendre, pour qu'ils puissent remettre un gain d'attention. C'est ce que j'appelle des accroches, succession de surprises avec des photos décalées, de l'humour, etc., pour permettre à l'apprenant d'être surpris et donc du coup de se recaler et de se repositionner. Voilà les points fondamentaux que je voulais dire. La classe virtuelle, pour moi, est un outil qui donne une vraie plus-value. Alors, dernier point, hein, contrairement à d'autres outils, les classes virtuelles sont payantes, en payant à un prix raisonnable numérique à notre disposition, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, que j'organise pour enrichir et séquencer mes parcours de formation à distance. Jean, voilà. On t'entend un peu pas très bien, ça coupe, mais on a bien compris ton propos et les 4 bonnes pratiques pour des classes virtuelles réussies. Donc, passons du coup la parole à Paula Contalves, qui va nous parler d'une notion clé aussi dans un dispositif de formation à distance, essentielle, même constitutive de la formation à distance, qui est le tutorat. Merci. Alors, le tutorat, effectivement, est un dispositif clé de réussite d'un dispositif de formation à distance. Alors, déjà, on va donner un élément peut-être de définition. Le tutorat est une activité de soutien au processus d'apprentissage dans un contexte de formation à distance ou en ligne. Le tutorat s'exerce dans des situations d'apprentissage scénarisées, organisées et mises à disposition des acteurs dans des environnements de formation à distance ou en ligne. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on s'intéresse aux fonctions du tutorat. Alors, moi, j'en ai retenu 3. Donc une qui est plurielle, qui est organisationnelle, pédagogique et technique. Donc ce tutorat se concentrera sur le rappel des attentes, les modalités de suivi, mais aussi les modalités d'assistance. Donc il faut absolument clarifier ces éléments pour que le dispositif soit compris du côté de l'apprenant. Socio-affectif, là ça va être important, ce tutorat va permettre de lutter contre le décrochage, contre l'abandon, mais aussi contre le sentiment d'isolement, et favoriser et maintenir l'engagement.
C'est aussi un point essentiel de la fonction tutorale. Il y a également un aspect non négligeable qui est celui du tutorat socio-cognitif. Là, il s'agira d'accompagner l'apprenant afin de favoriser chez lui l'agentilité. Ce concept a été bien développé par Bandura dans un certain nombre d'articles qu'il a écrits. Cette notion vise à mieux saisir comment les sujets sociaux exercent leur influence propre sur leur motivation et leur action. Donc c'est basé sur la croyance d'efficacité de la personne. Il s'agit donc dans un premier lieu de gérer pour l'apprenant lui-même son intentionnalité, mais aussi sa capacité d'anticipation, ce qui lui permettra par extension d'autoréguler son apprentissage, d'avoir aussi une autoréflexion sur ses capacités personnelles, sur la qualité de son propre fonctionnement, et tout cela si le sens et la finalité de ce qui lui est demandé est bien compris. Alors ensuite, il y a différents types de tuteurs. C'est important puisqu'effectivement, on voit bien que le tutorat, c'est une dimension qui est assez large. Et donc j'ai catégorisé en quatre types de tuteurs. On a le tuteur court, le tuteur programme, le tuteur administratif et le tuteur technique. Alors ces 4 profils de tuteurs ont des missions différentes mais complémentaires. Ce ne sont pas nécessairement la même personne, c'est pas nécessairement la même personne. Alors, qui est le tuteur court? Alors, généralement, c'est le formateur ou l'enseignant qui a mis en place le cours en ligne. Sa mission est d'apporter une assistance pédagogique aux apprenants. Il assure le suivi, l'accompagnement, notamment à travers une posture empathique, centrée sur la relation personnelle et soutien motivationnel, et le contrôle afin de leur permettre de réaliser leur apprentissage à distance. Pour cela, il va disposer d'outils numériques dédiés au tutorat dont mes camarades nous ont déjà un petit peu parlé. Alors, le tuteur programme, alors qui est-il? Alors, là, il peut s'agir de la même personne que le tuteur court, mais généralement, c'est le responsable de la formation. Il est, entre guillemets, le chef d'orchestre, le garant du dispositif de formation à distance. Pour cela, il s'assure auprès de l'équipe de formateurs que toutes les conditions réglementaires de la FOAD sont bien réunies. Ensuite, le tuteur administratif, qui est-il? Alors, généralement, c'est la personne en charge du secrétariat pédagogique. Elle s'occupe de la gestion des présences-absences. Pour cela, elle vérifie que les apprenants ont bien réalisé les activités demandées par les formateurs. Elle travaille en lien avec les formateurs et le responsable de la formation afin de pouvoir identifier quels sont les éléments de preuve à prendre en considération pour attester de la réalisation de l'action de formation à distance. Souvent, le tuteur administratif est la courroie entre les apprenants et le tuteur technique. Les apprenants s'adressent souvent à lui pour des problèmes d'accès et constituent un des premiers niveaux de vérification des accès. Notamment afin de lutter contre la fracture numérique, mais là plutôt du côté des compétences numériques. Et passe le relais au tuteur technique dès lors qu'il s'agit d'un problème plus profond de dimension administrateur plateforme. Le tuteur technique, alors qui est-il? Généralement, il s'agit du ou des administrateurs de la plateforme de formation en ligne. Alors voilà pour le panorama des tuteurs. Les outils du tutorat, on vous en a exposé un certain nombre déjà et je vais simplement les rappeler mais sans m'apesanter dessus. Ils répondent, ces outils, en premier lieu à un scénario pédagogique qui a été imaginé par les concepteurs ou formateurs qui identifient des ressources et des activités et qui par voie de conséquence ont imaginé également des modalités tutorales qui sont basées sur l'utilisation d'outils. Soit synchrone, donc le chat, la téléphonie, la visioconférence, la classe virtuelle, mais aussi des outils asynchrones
tels que un forum de discussion. On peut aussi imaginer de la prise de rendez-vous via des outils gratuits tels que Framadat, pour ceux qui n'ont pas de plateforme numérique de LMS, ou d'outils présents dans le LMS. Alors si on pense à Moodle, on aura l'outil rendez-vous, par exemple. On a également des possibilités de faire des rétroactions, des feedbacks qui là aussi vont venir soutenir l'apprentissage des apprenants à distance. Voilà, et tout cela se fera selon donc les modalités définies, soit synchrone, soit asynchrone, soit les deux, hein, selon les choix pédagogiques qui ont été faits. Et puis enfin, pour terminer, le tutorat s'inscrit dans un cadre réglementaire. Alors, Sabrina Dougados nous a rappelé tout à l'heure ce cadre réglementaire, hein, le décret du 28 décembre 2018 hein, du Code du travail, notamment, un de ses articles. Car fort de ce que nous a appris la recherche, nous savons que dans les dispositifs de formation à distance, ceux qui sont dépourvus de tutorat génèrent énormément d'abandon et par conséquent, il faut absolument privilégier et intensifier les actions tutorales sur les dispositifs et dans les dispositifs de formation à distance. De ce fait, et pour conclure, c'est donc sans surprise que pour bénéficier du financement d'actions de formation en tout ou partie à distance, il faille organiser une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. Voilà, j'espère avoir été clair. C'est très bien. Ça nous a permis aussi de rebondir sur la publication du FOD sur attester la réalisation de l'action de formation. J'ai envoyé le lien dans le chat, comme ça vous pourrez aussi la télécharger. Elle est en libre téléchargement sur le site. Donc je te remercie pour ce point très complet sur le tutorat. Et maintenant, place à Marie-Christine Lorca qui va faire un focus, elle, plus sur l'accompagnement à l'écrit. Oui, bonjour. Je pense avoir bien reconnecté mon micro. Tout va bien. Moi, je veux vous parler depuis ma fonction de conceptrice de formation et de direction de la structure AGO Ingénierie Formation, dans laquelle finalement la préoccupation pour nous, c'est de monter des formations multimodales, mais qui permettent l'activité durant le présentiel. Donc, en cette époque, l'enjeu, le challenge et la difficulté, c'est de conserver dans cette formation tout à distance une dynamique des apprentissages, de conserver les grands principes de la pédagogie active sans la présence du corps et des feedbacks de l'apprenant, même si Jean van der Spelen vient de nous montrer qu'une classe virtuelle, c'est aussi une occasion d'apprentissage et pas uniquement une occasion d'enseignement. Donc, on va voir ensemble comment, dans la formation à distance, il y a ce qu'on pourrait appeler un accompagnement implicite dans la forme que va prendre notre écrit en amont du tutorat humain. L'idée globale est que nous gagnons à structurer un accompagnement dans la forme et le ton que va prendre notre écrit, et cela finalement fait accueil au tutorat qui vient d'être évoqué et lui permet de se déployer. Donc la première façon d'accompagner est dans l'écrit et dans sa structuration. Un des points de vigilance, c'est la façon dont apparaît à l'écran pour l'apprenant l'enchaînement des situations d'apprentissage qu'on va lui proposer. Ces situations, bien entendu, on les a pensées en amont dans la construction de l'ingénierie, mais on se rend compte que gagner en clarté dans leur rédaction va favoriser sa capacité à naviguer dans le parcours qu'on lui propose. Un point majeur où on se rend compte, c'est la traduction par écrit de la clarté des enchaînements pédagogiques. Cette structuration va se traduire d'abord par le titre de l'activité, clair, mais surtout attractif, pour qu'il donne envie d'entrer dans l'activité et ne soit pas juste un titre de chapitre comme l'ingénierie, par exemple, mais plutôt les mystères de l'ingénierie, de façon à susciter le désir d'apprendre. La deuxième dimension importante sera dans les objectifs qui vont gagner à être clairement énoncés et qui vont accompagner, orienter l'énergie vers l'atteinte de ces objectifs et renforcer le sentiment d'utilité perçu par l'apprenant et finalement focaliser sa motivation.
Et enfin, ce n'est pas des moindres, un descriptif précis de l'activité qui va présenter l'articulation entre les ressources et les consignes que l'on va proposer. Bon, les ressources, c'est le matériau sur lequel on souhaite que s'exercent les consignes, comme un film, un document, des schémas qui ont été évoqués précédemment. La consigne elle-même sera précise et va accompagner l'activité. Si elle combine ce que je souhaite, ce que les personnes fassent dans leur tête, on peut l'appeler comme ça, avec des verbes de résolution de type résoudre, synthétiser, trier, combiner, choisir, et des verbes de production attendus, ce qu'on peut appeler ce que la personne fasse avec ses mains, avec des verbes comme construire 3 diapos, participer au forum, produire dans le chat. Les consignes de production vont expliciter la façon dont les consignes de résolution doivent se traduire. Et cet attelage ressources-consignes décrira en détail ce que l'on va appeler l'activité. La deuxième dimension majeure que je souhaitais évoquer, c'est cette histoire de ton, un ton écrit qu'on pourrait appeler un « je te parle ». Il va contribuer à la sensation qu'a l'apprenant d'être accompagné. Et on va privilégier des phrases de type « oui, c'est maintenant, on démarre, l'ingénierie n'aura plus de secret pour vous », plutôt que « ceci est le premier chapitre de l'ingénierie ». On se rend compte que ce ton, écrit « je te parle », va cadencer les propositions pédagogiques et il va donner la sensation à l'apprenant qu'il est même seul, effectivement, dans une interaction. Dans ma diapo suivante, je vais évoquer une deuxième dimension qui vient compléter la première, c'est la nature de la sollicitation que je propose pour faire apprendre et le type d'effort et d'énergie que je demande à l'apprenant dans les situations construites pour lui. À l'expérience, on se rend compte en tant que concepteur de formation, voire en tant qu'apprenant, que l'on aurait presque plus envie de proposer ce que j'ai appelé lourd dans la diapo, alors que les apprenants ont envie de choses vives. Le lourd, ce serait de proposer des situations de résolution à produire seul, dans un temps d'intercession et qui nécessitent une réflexion assez exigeante. Alors, vous me direz, oui, on sait qu'on apprend mieux si on réinvestit dans un projet qui nous intéresse, les apprentissages. Mais dans des temps essentiellement à distance et dans ce contexte plutôt anxiogène qui n'est pas forcément porteur d'un désir d'apprendre, cette réflexion exigeante peut être trop coûteuse pour l'apprenant. Le risque serait que ces productions, si elles sont nombreuses ou trop complexes, génèrent un retour peut-être superficiel du formateur si justement l'effort tutoral en face de la production de l'apprenant n'a pas été anticipé ou n'est pas financé. On va peut-être alors privilégier ce que j'ai appelé le vif, le dynamique, qui va, autour de différentes situations d'apprentissage, proposer des auto-évaluations. Alors, tout ce qui est test d'auto-positionnement, ça m'intéresse de savoir, par exemple, quel apprenant je suis, comment je fonctionne, où j'en suis de ma démarche qualité, qu'est-ce que j'en pense, permet que ma production soit immédiatement renvoyée à une réflexion et je peux continuer à la mener seule avec la présence de l'expert dans la correction. De la même manière, la deuxième dimension est de proposer des quiz avec feedback divers et variés. Et ce sera là l'intérêt des feedbacks écrits, rédigés par l'expert, à condition que ce feedback lui-même soit rédigé sur un ton « je te parle ». En résumé, l'idée que je vous propose de retenir, c'est que l'accompagnement est structuré de façon implicite par la forme et par le ton que va prendre notre écrit formatif. Et il me semble que c'est à cette condition qu'il devient en quelque sorte un berceau à l'accompagnement tutoral qui vient d'être présenté. Voilà, merci. Merci beaucoup Marie-Christine pour ces précisions sur l'accompagnement à l'écrit.
Et maintenant, je vais passer la parole à Olivier Kirsch, qui c'est assez intéressant car il va nous présenter un cas pratique dans le sens où il est à l'initiative, son association le GIFOD est à l'initiative d'une mutualisation de ressources et de contenus et il a été aussi un des pionniers à travailler et à concevoir des formations à distance dans le cadre de l'apprentissage et des CFA. Donc Olivier Kirsch, pour une FOD efficience, on mutualise, c'est à toi. Merci Aurélia. Bonjour à tous, vous m'entendez? Si c'est le cas, je vous propose de lever la main, comme ça on saura si tout le monde est bien encore à l'écoute. Alors, ce que je vais vous raconter très brièvement, c'est une histoire qui est maintenant vieille de plus de 15 ans et qui concerne une association que nous avons créée à l'époque où j'étais directeur d'un CFA et où notre président avait souhaité déployer de la formation à distance. Plus d'une quinzaine de CFA ou organismes de formation de métiers divers et de la France entière utilisent aujourd'hui les dispositifs qu'on leur met à disposition. Les services du GIFOD, vous les avez dans la partie droite du PowerPoint. C'est la mise à disposition d'outils, ça a largement été évoqué jusqu'à maintenant. C'est la mise à disposition de ressources pédagogiques partagées entre les formateurs qui sont à l'origine de leur conception. C'est l'accompagnement de l'ensemble des acteurs qui déploient ces dispositifs-là, et c'est un partage d'expérience, un retour d'expérience qui peut se faire entre ces différents établissements adhérents du GIFOD. Aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 000 apprenants qui utilisent les dispositifs qu'on leur met à disposition. Alors, si on fait un petit retour sur ces expériences-là, pour que ces dispositifs puissent fonctionner, eh bien, c'est ce que vous avez sur la partie gauche de la diapo. Il faut tout d'abord, bien évidemment, avoir les outils nécessaires. Ils ont été évoqués par les différents intervenants, je ne vais pas revenir dessus. Ça va de la classe virtuelle en passant par la plateforme de formation, les outils de chat, de forum, etc. Il faut, pour la petite histoire, savoir que nous sommes passés dans un premier temps d'une plateforme propriétaire à maintenant, depuis 3 ans, une plateforme Moodle qui a été configurée spécifiquement pour nos problématiques d'alternance et d'apprentissage. La deuxième partie que je voulais mentionner à ce niveau-là, c'est que nous sommes partis, nous, dès le départ du projet, il y a une quinzaine d'années, sur une philosophie pédagogique d'individualisation de la formation. Et ceci de manière automatisée, ça veut dire que toutes nos ressources pédagogiques sont abordées par une phase de positionnement qui permet en fait d'individualiser le parcours. Le formateur peut bien évidemment intervenir dans un deuxième temps pour rajouter des ressources qui auraient disparu entre guillemets du parcours suite en positionnement. Bien évidemment, et ça a déjà été mentionné, un tel dispositif ne peut pas démarrer et fonctionner s'il n'y a pas au préalable une formation et un accompagnement de l'ensemble des acteurs. Et quand je dis ensemble des acteurs, cela va des personnels de direction qui sont à la manœuvre sur la gestion du projet lui-même, en passant bien évidemment par les formateurs, les acteurs au cœur du dispositif, mais également bien évidemment toute la chaîne administrative et les apprenants pour ne pas les oublier. Il ne suffit pas de déployer un LMS, une plateforme de formation. Si on n'a pas expliqué aux apprenants comment ça fonctionne, ça ne va pas pouvoir tourner. Et puis, dernier point, un dispositif de ce type-là, il faut que tous les acteurs adhèrent à ce dispositif-là. C'est pour ça que nous, dans notre stratégie de mutualisation, on a partagé la construction des ressources entre les formateurs des différents établissements. C'est un facteur d'adhésion. Je vous propose maintenant qu'on fasse un retour ou un focus sur l'exemple d'un CFA qui a été un des 2 CFA fondateurs du GIFOD, et on va voir sur la diapositive suivante comment aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans sur notre nouvelle plateforme, il met en œuvre des parcours de formation dont une partie se fait à distance. On parle là bien, ou on parlait bien 15 jours en arrière, de formation multimodale. Nous ne sommes pas, ou nous n'étions pas à l'époque, sur la philosophie du 100% distanciel. C'est vrai que les choses aujourd'hui peuvent évoluer. Il s'agit donc d'un CFA qui travaille sur les métiers de l'animation et du sport. Son cursus traditionnel de formation sur des diplômes du ministère Jeunesse et Sport
fait en moyenne par an, un diplôme fait en moyenne par an 600 à 700 heures de formation. Depuis maintenant 3 ans, sur ces 600 heures, 150 sont donc faites en formation à distance. Ceci se décompose en 2 parties, je dirais. Il y a 75 heures qui sont faites à proprement parler en formation ouverte et à distance, en auto-formation tutorée. Et sans tutorat, on l'a entendu tout à l'heure, cela ne peut pas fonctionner. Dans cette partie auto-formation, nous avons inclus les contenus de français de Voltaire, de la Société Ounos à Lyon, que tout le monde connaît, qui sont valorisés à hauteur de 20 à 30 heures suivant les diplômes. À ces 75 heures en formation ouverte et à distance s'ajoute la réalisation de travaux, souvent de manière collaborative entre pairs apprenants, à hauteur de 75 heures. Il s'agit donc de prescrits et qui sont valorisés de façon forfaitaire sur la plateforme. Si vous regardez sur la partie gauche du PowerPoint, vous allez pouvoir constater que chaque cours comprend bien évidemment c'est une obligation, un objectif. À partir de cet objectif, on déroule ensuite une phase de positionnement avec des questionnaires pré-formation qui vont en fait guider ensuite vers l'individualisation du parcours de l'apprenant. Vous avez ensuite ce qu'on appelle nous des grains. Nous sommes basés en Bourgogne, ce n'est pas un hasard s'il y a des grains en Bourgogne, on les met en bouteille d'habitude chez nous. Et donc ces contenus SCORM, avec leur positionnement, leur objectif et leur cours, se terminent systématiquement par une évaluation. Donc ça, c'est, je dirais, le cours standard. S'y rajoute de façon systématique des activités collaboratives complémentaires sous forme de forums et de chat. Et le dernier temps, chacun des formateurs, tuteurs de son cours, de sa matière, a la possibilité, et le fait très régulièrement, d'enrichir ce cours-là avec des activités qu'il va par lui-même créer, déposer et configurer. Donc voilà comment aujourd'hui fonctionne le dispositif de cet établissement-là. C'est un établissement CFA hors mur qui s'appuie donc sur des UFA, des unités de formation à l'apprentissage, réparties sur tout le territoire et qui fonctionne aujourd'hui avec plus d'une vingtaine d'UFA. Ça représentait pour l'année dernière 33 000 heures de formation à distance. On a déjà aujourd'hui passé la barre des 50 000 heures et en fin d'année, on atteindra vraisemblablement pas loin des 100 000 heures sur cet exemple-là. Je vous propose maintenant qu'on passe à la dernière diapositive où simplement j'ai essayé de reprendre dans ce petit focus les points, je dirais, importants pour réussir une FOAD. C'est la remontée de 15 ans d'expérience et de 15 CFA ou OF qui nous fait dire cela. Pour qu'une formation multimodale fonctionne, il faut qu'il y ait tutorat. On vous en a parlé précédemment. Sans tutorat, il ne peut pas y avoir de réussite et d'efficience d'une formation multimodale. Le tutorat suppose des outils de tracking, de suivi qui soient pertinents. C'est-à-dire qu'il faut que très rapidement, le formateur-tuteur ait accès aux données de temps de connexion, de taux de réussite, de difficultés rencontrées par ses stagiaires pour qu'il puisse être réactif et même proactif. L'autre intérêt d'un outil de tracking performant, c'est de pouvoir faire une justification forfaitaire ou réelle en fonction effectivement de ce que prescrit aujourd'hui le décret de décembre 2018 et toute information que vous retrouvez dans le guide. Et enfin, les outils de visioconférence, notamment par les problématiques de confinement actuelles, sont un vrai plus dans ces dispositifs-là. Aujourd'hui, tous nos adhérents ont implémenté l'outil Zoom sur leur plateforme de formation et l'utilisent en visioconférence, en classe virtuelle. Donc, en résumé, une formation multimodale réussie, c'est des outils adaptés, mais il faut que ces outils soient maîtrisés par les acteurs, et ça suppose un accompagnement et une formation de ceux-ci. Et si on veut aller au bout de la chaîne, on peut envisager, les outils existent aujourd'hui, d'être capable d'aller du départ de l'inscription d'un apprenti dans un CFA sur un logiciel de gestion administrative, de passer sur la partie formation à distance et d'aller jusqu'à l'attestation de réalisation et la facturation si les outils de gestion administrative sont interfacés avec la plateforme de formation. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en termes de résumé d'une quinzaine d'années d'expérience de CFA
sur de la formation multimodale. Merci Olivier, c'est très clair et ça nous donne une bonne synthèse de la mise en œuvre du distanciel en CFA et sur les bonnes pratiques pour une formation multimodale réussie. Vraiment, merci beaucoup. Alors, Loïc nous a rejoint. Donc, Loïc, qui est directeur communication digitale à l'AFPA. Donc, s'il te plaît, Loïc, le temps a beaucoup tourné. Je te laisse peu de temps, désolé, mais il faudra aussi laisser un temps aux questions sur le plan de continuité pédagogique de l'AFPA et puis peut-être faire un focus sur les mots. Très bien, vous m'entendez? Allô? Oui. Merci. Merci, je vais être rapide parce qu'effectivement, on fera peut-être une autre séance plus détaillée. Donc, je vais surtout qu'en fait, c'est tout à fait un peu dans la lignée de tout ce qui vient d'être présenté, notamment juste à l'instant. Donc, je vais pas vous redire exactement la même chose. On est tout à fait dans la même logique que le DIFOD. Depuis de nombreuses années, on a des plateformes avec des contenus en ligne, des parcours digitalisés. C'est ce qui est au cœur de cette diapo. En fait, on a une plateforme Métis qui est basée, ce qu'on appelle Métis, qui est basée sur une souche Moodle, qui a été déployée depuis 3-4 ans, sur lequel on avait déjà quelques milliers de formateurs et de stagiaires. Donc là, effectivement, depuis une semaine, on est passé dans une montée en puissance très rapide, parce que l'objectif, c'est d'avoir plus de 25 000 à 30 000 stagiaires sur cette plateforme avec tous les parcours digitalisés. Et il nous a été demandé effectivement par le ministère de l'ouvrir aux petits CFA qui n'ont pas, qui dispensent les titres professionnels, mais qui n'ont pas des moyens numériques. Donc nous sommes en train de mettre en place des process, des outils pour donner accès aux CFA qui dispensent certains titres en fait à nos plateformes, et nos contenus. Donc bien entendu, comme cela a été dit, c'est une plateforme. Il y a des outils aussi pour échanger, faire des classes virtuelles, échanger entre stagiaires. Et bien entendu, il y a un plan d'accompagnement qui est ultra important puisque on est là aussi, on est monté en puissance. Au-delà de tous les formateurs qui étaient déjà formés, équipés, on a formé dans quelques jours là, plus de 1000 formateurs à l'utilisation de tous ces contenus. Voilà, dans le même temps et en parallèle, c'est ce qui est plutôt sur la partie gauche de la diapo. En fait, on a décidé aussi de réouvrir la totalité de nos MOOC, c'est fait depuis hier, et de mettre sur cette plateforme mooc.afpa.fr de façon progressive chaque lundi de nouveaux modules, cours de contenu qui seront accessibles à tous et gratuitement. Donc ce sera par exemple sur des sujets assez généralistes qui vont concerner plein de formations et qui seront vraiment utiles à tout le monde. Donc au-delà de nos MOOC sur les langues et sur la cuisine, on va mettre à disposition, par exemple, des contenus sur la mixité, sur le handicap, sur les compétences digitales. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Hop. Donc, les trois piliers, de cette pédagogie digitale, en fait, je vais pas tout détailler effectivement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais effectivement, le scénario pédagogique attractif, en fait, il est basé sur à la fois, comme ça a été dit, sur choisir la bonne taille du grain pédagogique en fonction de où on en est dans le parcours du module, de la séquence et de la séance, mais aussi avoir une diversité de ressources pédagogiques, en fait, mixer les vidéos, les quiz, les e-learning, et puis aussi utiliser de plus en plus de storytelling dans certains parcours. La deuxième chose, effectivement, c'est pas juste de pousser des contenus, même s'ils sont bien structurés, bien séquencés, c'est aussi de proposer aux apprenants de réaliser des activités, des projets. Et donc, dans chaque module, séquence, séance, qui sont liés à des objectifs pédagogiques, comme ça a été dit juste avant, on a de la production de devoirs, on va dire, avec éventuellement un briefing, un débriefing en amont et en aval, et puis avec une évaluation aussi souvent de début et de fin de module. Et puis, troisième chose, on essaye de faire vivre des communautés d'apprenants, pas seulement à travers le chat, le forum, les classes virtuelles, mais aussi à travers, par exemple, des choses comme des communautés sur Facebook que je vais présenter juste sur la planche d'après. Et donc, on incite de plus en plus nos formateurs, du coup, à produire, qui produisaient déjà d'eux-mêmes des contenus entre eux et leurs stagiaires pour leurs besoins propres, à partager tous ces contenus, en fait, à travers cette communauté. Donc, par exemple, depuis une semaine, il y a pas mal de formateurs qui étaient par exemple, sur le sujet par exemple, de la cuisine, en fait, qui sont revenus vers moi pour proposer de mettre à disposition tout un tas de vidéos qu'ils font eux-mêmes dans leur propre cuisine. Et donc, ils les partagent et les mutualisent à travers cette communauté. Donc ça, c'est une communauté qui est montée maintenant du coup depuis 4 ans, depuis qu'on a lancé les premiers MOOC et qui vivait entre chaque saison de MOOC et finalement qui monte en puissance, puisque du coup, on a
un certain nombre de formateurs qui co-animent cette communauté et qu'on fait aussi des cours en live en fait depuis quelques temps. Voilà, j'étais assez rapide, on pourra vous présenter tout ça plus en détail une prochaine fois si vous le souhaitez. Oui, avec plaisir Loïc, je te remercie. Je trouve effectivement qu'il est important de pouvoir répondre à vos questions. Donc j'ai vu beaucoup de questions déjà qui concernaient l'impact juridique. Donc est-ce que Sabrina, tu es là? Est-ce que Sabrina, tu es en mesure de prendre quelques questions juridiques? Alors oui, je suis en train de les regarder. On t'entend. Parfait. Je t'en pose une. Je sais que tu as répondu à quelques-unes, mais je voulais savoir. Donc, il y avait une question qui s'est posée sur le salarié qui est en congé à temps partiel, conserve son statut pendant toute la durée de la formation. Qu'en est-il de la rémunération? Pour les salariés qui sont à temps partiel? Oui. Ou au chômage partiel, pardon, j'ai pas bien entendu. Temps partiel. Les salariés qui sont à temps partiel, si la formation est suivie pendant le temps de travail, il y a un maintien de la rémunération. Je me demande si la question, c'est pas plutôt les salariés qui sont placés en activité partielle, donc au chômage partiel. Oui, ça doit être plutôt congé, voilà, chômage partiel. Alors, dans le cadre du chômage partiel, le principe qui est clairement prévu dans le Code du travail, c'est effectivement, salarié au chômage partiel, la disposition c'est une allocation, une indemnisation versée aux salariés à hauteur de 70% de leur rémunération lorsqu'ils sont en activité partielle, donc placés en activité partielle. Mais quand ils partent en formation dans ce cadre-là, effectivement, une disposition du Code du travail prévoit un maintien des rémunérations à hauteur de 100%. Et à date, cette règle-là n'a pas été modifiée par le ministère du Travail. Je le dis parce que voilà, c'est des choses qui ont été écrites, mais rien dans les textes aujourd'hui n'indique que la règle est modifiée. Donc effectivement, très concrètement, côté salarié, c'est plutôt une très bonne nouvelle et ça incite évidemment, quand on est au chômage partiel, à solliciter et à se placer dans un dispositif de formation distancielle. Côté employeur, par contre, voilà, il faut se placer du côté des employeurs aussi. C'est plutôt un frein parce que ça suppose de maintenir la rémunération à 100% pour les entreprises qui ne se seraient pas engagées conventionnellement à avoir un niveau de rémunération plus favorable que ce que prévoit la loi quand on est en activité partielle. D'accord. Et si l'employeur met son salarié au chômage partiel, comment ça se passe si l'OF continue à assurer la formation à distance? Si l'OF est en capacité d'assurer la formation à distance et que la formation est validée à bien lieu sur le temps de travail, on a bien, et ça suppose que la formation ait bien lieu pendant le temps de travail, on a bien un maintien de la rémunération du salarié selon ce que je viens de vous dire, et donc prise en charge de la formation par l'employeur, puisque par définition, la formation est assurée par le prestataire. Alors, ça suppose en pratique probablement d'ajuster et d'adapter les conventions de formation, mais dès lors que le prestataire est en capacité de proposer une solution alternative dans cette situation de force majeure, on a bien une exécution effectivement de la prestation, donc un paiement qui est dû côté prestataire de formation. Une question aussi qui vient de tomber. Avez-vous des informations sur les financements FSE? Les financements, pardon? FSE? Non. Alors, côté fonds européens, non. Par contre, effectivement, il y a un fonds, s'agissant des fonds publics, alors pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de communication encore côté gouvernement, mais il y a un fonds national de l'emploi, le FNE, l'ancien FNE qui a été renommé AME d'ailleurs, qui permet à l'État de venir effectivement financer des dispositifs de formation, en particulier en faveur des entreprises qui en ont le plus besoin. Donc, c'est plutôt des petites entreprises, moins de 250 salariés, dès lors qu'elles prennent l'engagement, à l'issue de la formation, de conserver dans l'emploi leurs salariés pour une durée d'au moins 6 mois. Et effectivement, c'est un dispositif qui commence à être regardé de très près parce qu'évidemment, il paraît au même titre que les autres aides publiques que l'on cherche à pouvoir évidemment mobiliser pendant la période de crise. C'est un dispositif qui évidemment semblerait particulièrement intéressant, notamment pour les prestataires de formation et les employeurs. D'accord. Alors, une question plus générale, je dirais comment se fait la valorisation de la formation à distance par rapport à de la formation présentielle?
facturation par connexion, temps réel, temps passé réel, etc. Je ne suis pas sûre que la question soit vraiment d'ordre juridique. À mon sens, elle est peut-être davantage d'ordre pédagogique et commercial. Ce que je veux dire par là, c'est que la loi pose un cadre qui est relativement souple. Donc le principe, c'est plutôt une offre de formation qui est établie sur la base de durée moyenne de formation. Donc on voit bien, les textes juridiques sont relativement souples et incitent clairement les prestataires de formation à retenir des durées moyennes et non pas des temps effectivement passés, non pas proposer effectivement une facturation sur la base de temps effectivement passés, des temps de connexion sur l'ordinateur. Ce n'est pas du tout le concept qui a été retenu. Au contraire, on s'en éloigne là largement depuis les dernières réformes, depuis même la loi de 2014. Les réformes successives qui avaient introduit d'ailleurs à un moment donné la notion de forfait parcours, on est clairement sur ces idées de prix forfaitaires qui sont déconnectés des temps effectivement passés en formation. Donc on est bien plutôt sur une facturation forfaitaire, compte tenu évidemment des modalités pédagogiques qui sont proposées et des durées moyennes, des durées estimées de formation quand on est en FUD. Donc on est sur de la durée moyenne. Et donc, qui revient de la durée estimée en formation à distance. Peut-être une dernière question qui serait, si l'employeur met son apprenti au chômage partiel, donc on est dans le cadre de l'apprentissage, comment ça se passe si le CFA continue à assurer la formation à distance? Eh bien, l'apprenti bénéficie des mêmes droits et des mêmes obligations que les salariés de droit commun, donc il est éligible au chômage partiel, c'est tout à fait vrai. S'il bénéficie du chômage partiel, il peut bénéficier au même titre que les autres salariés à des actions de formation pendant le temps de travail avec maintien de sa rémunération à 100%. Et donc, si le CFA est en mesure de lui proposer ses formations à distance, c'est parfait, il suivra sa formation dans ce cadre-là, sachant que de toute façon, il y a un maintien des coûts pédagogiques qui est a priori garanti côté OPCO. Et par ailleurs, un maintien de la rémunération de l'apprenti, qui passera donc à 100% de sa rémunération parce qu'il est en formation. D'accord. Écoute, merci Sabrina pour ces précisions. Je vais prendre encore quelques questions. Alors, question. Comment embarquer et inciter nos salariés à suivre une formation distancielle quand la culture du digital n'est pas encore installée dans l'entreprise ? Peut-être Olivier, Jean? Oui, c'est une vraie question. Hein. Pour développer des pratiques pédagogiques intégrant le numérique, je pense que préalablement, il faut développer une culture du numérique et de positiver l'intégration du numérique dans des pratiques pédagogiques. Et souvent, ça passe par la découverte d'outils simples, de pratiques, etc. Mais je pense que tant du côté des apprenants que du côté des appreneurs, cette question-là est fondamentale. C'est-à-dire développer une culture minimum du numérique avant de passer aux pratiques du numérique. Et dans la même veine, quand on est face à un public un peu connaisseur et peu utilisateur de numérique, quelles méthodes, outils, scénarios pédagogiques dans une formation à distance pour des apprenants en difficulté? Alors, pour les apprenants en difficulté, il y a des plateformes avec des contenus extrêmement intéressants qui sont peu connus, mais qui sont vraiment avec une vraie plus-value pédagogique. Je pense à des plateformes comme Dahlia, des plateformes comme Asimo, des plateformes comme Zerip, qui sont des plateformes qui sont faites précisément pour des adultes en faiblement qualifiés, voire en situation d'illettrisme. Et donc, il y a des ressources. La question, c'est... On t'entend plus, Jean. Jean ne t'entend plus. Est-ce que peut-être vous pouvez, est-ce que vous avez des éléments complémentaires à donner les uns les autres sur cette question pour répondre aux apprenants en difficulté? Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Donc, je parlais de la plateforme Dahlia, de la plateforme Asimo, de la plateforme Zerip,
qui sont 3 plateformes LMS avec des contenus spécifiquement développés pour des adultes faiblement qualifiés. Donc il y a des ressources. Maintenant la question c'est le financement de l'utilisation de ces ressources et l'intégration de ces ressources dans des parcours pour des publics faiblement qualifiés. Merci. Une question qui a été posée un peu tout à l'heure. Quelle est la part des formations suivies à distance avant la crise? Ça, je pense que c'est Loïc qui peut nous apporter des réponses via le livre blanc sur lequel nous avons travaillé. Oui, en fait, on va pouvoir dire des généralités là. C'est très disparate selon les entreprises, les organismes de formation, l'univers dans lequel on se situe. Effectivement, parce que effectivement, on va de 0 à 100%, et entre les deux, il y a vraiment de tout, en fait, selon les titres, leur secteur. Effectivement, quand on est dans le tertiaire, on va avoir une utilisation plus facilement massive, on va dire, du digital. Pas juste pour les périodes théoriques, on va avoir les contenus, par exemple, dans le secteur de la distribution, apprendre à faire du merchandising. On n'a pas besoin d'être face à un formateur pour connaître toute la théorie. On peut facilement mettre tout ça dans des cours en ligne. Par contre, effectivement, dans pas mal de métiers précis, techniques, il va falloir un jour pratiquer. Donc, on ne peut pas mettre 100% à distance. Effectivement, c'est très disparate et ça dépend des secteurs, des métiers, etc. Et après, de la maturité de l'organisme de formation, en fait. Je ne tenterai pas d'approcher un chiffre pour l'AFPA, mais je sais pas. Je dirais que peut-être qu'avant la crise, on était... qu'il n'y a jamais eu de recensements qui ont été faits sur les formations à distance. Et donc, on ne dispose d'aucune statistique, donc de moyens de le savoir. Donc après, on savait que c'est peu développé, que c'est au cas par cas. On n'a absolument pas de chiffres précis pour répondre à cette question-là. Mais certainement, la bascule sur le tout numérique aujourd'hui va accélérer la mise en place du distanciel dans les pratiques des formateurs. Une autre question qui est quelle différence entre MOOC et classe virtuelle? Est-ce que Cécile, tu peux donner un début de réponse? En attendant que Cécile prenne le téléphone, moi je peux te dire un élément, c'est que pour moi un MOOC c'est un parcours de formation, alors qu'une classe virtuelle c'est une salle numérique. Donc ça n'a rien à voir l'un par rapport à l'autre. Par contre, il y a des effets de poupée gigogne, c'est-à-dire qu'on peut introduire des séquences de type classe virtuelle dans des parcours, dont les parcours MOOC. Mais ce n'est pas du tout du même niveau. On ne compare pas les mêmes choses. Un MOOC c'est un parcours, une classe virtuelle c'est une salle numérique. Bien. Cécile ? Je confirme complètement, Jean, effectivement, la classe virtuelle peut être intégrée dans le MOOC. Ça se généralise d'ailleurs de plus en plus. Les MOOC ont une section classe virtuelle dans laquelle les apprenants peuvent se retrouver, soit tous ensemble, soit par des sous-tables qui permettent des travaux en petits groupes. Et effectivement, c'est pas sur le même registre. La classe virtuelle est un outil, une salle, comme le dit très bien Jean. C'est une salle à disposition des apprenants. Un MOOC est un parcours pédagogique. Très bien. Eh bien, écoutez, on est conscient de ne pas avoir répondu forcément à toutes vos questions, mais il est déjà 14h30, donc on va devoir se quitter. Par contre, je voulais vraiment remercier tous les intervenants qui se sont mobilisés pour ce moment, et puis vous dire que nous aurons d'autres moments à vous proposer, certainement la semaine prochaine, repartir sur une autre webconférence. Ça nous a permis aussi de connaître vos questions, d'avoir plus de précisions sur vos attentes, et puis on essaiera d'y répondre au mieux. On vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux, et puis le replay sera disponible rapidement et on vous l'enverra. Merci à tous. Bon courage à tous pour cette bascule dans le tout distanciel provisoire. Merci, au revoir, merci Aurélia. Merci, au revoir. Il y a une fiche d'évaluation à remplir, me semble-t-il, Aurélia. Il y a une fiche d'évaluation à remplir. Voilà. Donc vous pouvez remplir la fiche d'évaluation qui apparaît sur votre écran pour donner votre avis sur la qualité de cette webconférence.
Merci, au revoir. Merci. Bien. Je pense qu'on est entre nous. Pour ceux qui sont restés.